Dahomey croit encore en son destin et attend de ses fils qu'il le lui assure lumineux. C'est pourquoi vous m'avez confié la mission de poursuivre et de faire aboutir la réconciliation nationale, de former un gouvernement d'union nationale, ce à quoi j'ajouterai de conduire le pays à la légalité constitutionnelle. Oui, j'accepte la mission de réconcilier les Dahoméens. Oui, j'accepte de faire l'union nationale. Oui, je m'engage à travailler à la prospérité de mon pays. Oui, je promets de redonner une chance à sa jeunesse et l'espoir à ses travailleurs. Oui, je déclare que la loi sera respectée. Ouida a vu naître Émile Derlin Zissou le 23 mars 1918. Ouida n'était alors plus le port célèbre qu'elle avait été. Mais la ville n'avait pas encore perdu son statut de porte d'entrée au Dahomey, devenue République du Bénin en novembre 1975. En témoignent les nombreux vestiges qui subsistent, comme l'ancien fort portugais. Les missionnaires y établirent en quelque sorte leur siège. Grand séminaire Saint-Gall, où reçut sa formation le cardinal Bernardin Ganti, avec qui le président Zissou passa une partie de son enfance. La basilique Immaculée Conception, qui fait face au temple des Pitons, signe de coexistence pacifique des religions. Je suis plus connu comme homme politique que comme médecin, c'est vrai. Parce que, bon, les hommes politiques, on les connaît plus facilement. Mais j'étais médecin de vocation, hein. À l'école de médecine de Dakar, j'ai fait mes études, ça se passait pas mal. J'étais externe et interne, d'abord que j'étais quand même pas trop mauvais élève. J'ai été médecin, ce qu'on appelait l'ambulance de Cotonou, l'hôpital de Cotonou. J'ai fait toute ma carrière pratiquement à Cotonou parce que le médecin chef ne voulait pas qu'on m'affecte ailleurs. J'ai réussi quand même à être affecté à Pobet. J'étais médecin chef de Pobet pendant un an, de 45 à 46. J'ai été à Pobet quand j'ai été élu conseil de l'Union française. Ça a été la fin de ma carrière administrative. Parce qu'après, j'ai été conseiller de l'Union française. Et quand j'ai été battu au renouvellement de l'Assemblée de l'Union française, je me suis installé médecin privé en Côte d'Ivoire, où je suis resté 20 mois. J'étais médecin privé en Côte d'Ivoire lorsque les Dahoméens qui ont refusé de m'élire à l'Assemblée de l'Union française m'ont élu au Sénat. Je suis revenu. Je suis revenu. Donc, ma carrière médicale a été un peu hachée, mais elle comporte pour moi de grandes satisfactions. Dans un premier décret, est nommé président de la Cour suprême, troisième personnage de l'État, le docteur Émile Derlin Zissou. Je ne croyais pas aider d'être président de la République après tous ceux qui l'ont été à un moment. Non, mon objectif n'était pas d'être président de la République, mais je ne pensais pas à rien. Docteur Émile Derlin Zissou, la mission de poursuivre et de faire aboutir la réconciliation nationale et de former un gouvernement de large union nationale. Le président de la République, c'est le peuple qui a choisi. Non, j'ai pensé que ce n'était pas un bon cadeau. Je savais que ce serait très difficile. Ça, je le savais. Je me suis dit que si on essaie de servir son pays uniquement lorsque c'est facile, il n'y a pas grand mérite. Servir mon pays en temps difficile, ça me plaît assez. Ça me plaît assez. Monsieur le Président. Monsieur le Président Richard. Monsieur le Président, dans quel état d'esprit avez-vous retrouvé le palais de l'Élysée où vous avez été reçu naguère comme ambassadeur du Dahomey puis ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui comme chef de l'État? Vous savez, je viens ici en toute humilité
parce que la position de chef d'État en Afrique est, vous le savez, très inconfortable, au Dahomey plus qu'ailleurs. En la personne du général de Gaulle, la France vous a-t-elle paru marquer toujours autant de compréhension envers le Dahomey en dépit de ces changements successifs de régime? Je dois dire que c'est là même le plus grand réconfort de ma journée et de ma visite. C'est trouver le général de Gaulle, comme d'habitude, très informé de nos problèmes et tout à fait désireux de soutenir notre effort. La présidence de Émile Derlès-Issou fut de courte durée. Les mêmes militaires qui l'ont installé au pouvoir en 1968 le renversèrent le 10 décembre 1969. Le président était arrêté, transporté de force dans la même journée à Parakou, puis à Natitengu, à plus de 600 km de Cotonou. Ce énième putsch du Dahomey conduit en mai 1970 à la constitution d'un conseil présidentiel auquel le président Issou refusa catégoriquement de participer. C'est moi qui viens d'être renversé. C'est moi, c'est après le coup d'État contre moi que le conseil a lieu. Or, ce coup d'État a été approuvé par les trois autres, Maga, Ouadédoué, Apiti. Ils étaient d'accord pour qu'on me renverse. J'étais en exil, c'est vrai, c'est pas moi qui les ai envoyés en exil. Ils étaient en exil, c'est d'accord pour ce coup d'État. J'étais un usurpateur qu'il fallait chasser. Donc ils étaient d'accord entre eux pour ce coup d'État, pour que je quitte le pouvoir. Les militaires nous rassemblent, on dit voilà, peut-être, mettez-vous d'accord et trouvez-nous un président. Comme ils avaient fait déjà avant, j'ai assisté la première journée jusqu'à la deuxième journée en réunion. On a discuté, mais la conclusion était qu'il fallait forcément que ce soit nous tous. Parce que voilà, on n'arrivait pas à choisir l'un d'entre nous. Alors je lui avais proposé ceci. J'ai dit, mes chers amis, je suis sûr que vous êtes d'accord. Il n'y a aucun problème entre vous. Mettez-vous d'accord sur l'un d'entre vous ou sur un qui ne soit pas de nos quatre. Dès lors que vous trois, vous serez d'accord pour dire c'est un tel d'entre vous ou un tel pris dehors, moi je suis d'accord. Donc faites le choix. Puis c'est d'accord pour me renverser. Vous êtes d'accord pour le faire? Mettez-vous d'accord. Si c'est l'un d'entre vous, je suis d'accord. Pourvu que vous soyez d'accord pour le faire. Si c'est quelqu'un en dehors de nos quatre, je suis d'accord. Que ce soit votre choix. Toute une journée, on n'a pas pu se mettre d'accord. On n'a pas pu, voilà que ce soit nous quatre. Tous ensemble, je dis, écoutez. Et si nous avons été 12 anciens présidents, comment on aurait fait? Si nous avons été 20, comment on aurait fait? Le pays n'est pas un truc qui nous appartient à tous. Chacun prend son petit morceau et je dis non, moi, je ne crois pas à une chose comme ça. Je ne crois pas que ce soit propre ni digne. Je ne participe pas à ça. Je suis parti. L'histoire donna raison au président Issou. Le 26 octobre 1972, les militaires mettaient fin au régime du conseil présidentiel en le qualifiant de monstre à trois têtes. Ces trois anciens présidents connaîtront 10 ans de prison. L'idéologie marxiste-léniniste s'imposa de 1914 à 1990. Durant cette période, le président Issou fut particulièrement décrié et vilipendé. À le meuble de la vie, cet acharnement est le fait de certains jeunes cadres qui se disaient révolutionnaires, qui se disaient communistes, et aux yeux de qui j'apparaissais comme un danger permanent, puisque je n'étais pas de leur obédience. Et ils croyaient que le pouvoir avait une tendance de me privilégier, que j'avais l'oreille de Kérékou. Que par conséquent, si on ne me faisait pas hors jeu, peut-être que le but avait même couru que Kérékou se préparait à me passer le pouvoir. Tout absolument faux, mais le but avait couru. Je crois que ils se sont dit, si on ne le détruit pas, il reviendra. Et comme je suis un de ceux dont ils ne voulaient absolument pas, c'était vraiment Satan en personne, c'est eux qui ont inspiré, ils n'ont pas été les seuls à l'animer, après tout le monde a pris, Issou, Dieu merci, je ne suis pas encore mort,
Mais c'est eux les inspirateurs, et tout le monde a fait après eux, tout le monde les a suivis. En Afrique, la situation est confuse. Au Bénin, ex-État du Dahomey, c'est ce matin très tôt qu'un DC-8 a débarqué des mercenaires sur l'aéroport de Cotonou. Dès le début de l'attaque, le président du Bénin a lancé des appels à la radio. Il a demandé aux militants révolutionnaires de prendre les armes pour soutenir l'armée qui affrontait déjà les mercenaires. De nombreuses fusillades ont été entendues dans la matinée dans le centre de Cotonou. En début d'après-midi, on apprenait que les mercenaires étaient en déroute. Ils sont, semble-t-il, retranchés ce soir sur l'aéroport de Cotonou, mais on ne sait pas qui sont ces mercenaires blancs, ni pour le compte de qui ils ont tenté ce coup d'État. Il est vrai que dans l'ex-Dahomey, le Bénin, les coups d'État font presque partie de la vie quotidienne. Régis Faucon. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. Ce petit pays d'Afrique occidentale de 3 millions d'habitants, coincé entre le Togo et le Nigeria, est d'une instabilité chronique. Depuis son indépendance en 1960, il a connu une douzaine de changements de régime. Le scénario est presque toujours le même. Les militaires chassent les civils avant d'être chassés à leur tour par d'autres militaires. Mathieu Kérékou, quant à lui, détient un record, celui de la longévité, puisqu'il est au pouvoir depuis le 26 octobre 1972. Au début, le nouveau régime se propose simplement de remettre de l'ordre dans un pays qui en a effectivement bien besoin. Fin 1974 pourtant, il donne un grand coup de barre à gauche. Le pays s'engagera désormais sur la voie du socialisme dit scientifique et s'appuiera sur le marxisme-léninisme. Désormais, il ne s'appellera plus Dahomey, mais Bénin. C'était donc de ceux qui voulaient que ça change. Ça, c'est clair, je l'ai toujours dit. C'était de ceux qui voulaient que ça change. Et je vais faire n'importe quoi, pas n'importe quoi, quand même pas. Je vais faire tout ce qu'il y a à mon pouvoir pour que ça change. Donc, de ceux qui voulaient que ça change, je revendique cette position-là, totalement. Et d'ailleurs, si vous lisez les papiers que j'ai écrits à l'époque, mes lettres à Kérékou et autres, c'est clair. Hein? Il n'a pas fait de cadeau, il ne m'en a pas fait. Mais sur la manière de le changer et les moyens de le changer, on pouvait ne pas être d'accord. Nous étions convaincus qu'on ne pouvait pas le changer de l'intérieur, qu'il fallait une action venant de l'extérieur avec l'accord de gens à l'intérieur pour le changer. J'étais d'accord. Et j'étais même dans le groupe que nous formions, le chef. J'assume totalement. On s'est organisé pour dire, mais comment peut-on faire pour que ça change? Avec quels moyens? C'est vrai que nous avons envisagé de débarquer et de chasser le régime, puisqu'on ne peut le chasser que par la force. Nous l'avons envisagé, j'étais d'accord. Mais j'avais une autre position. Je disais, il ne faut pas qu'il y ait un seul mort. Parce que rien ne vaut la vie d'une personne. Et que, en conclusion, on se dit, mais dis donc, ils ont employé un marteau pilon pour tuer une mouche. La possibilité de faire une action dont l'envergure serait telle que personne ne l'agirait, puisque le régime était censé ne pas être aimé, et que les gens nous disaient, qu'est-ce que vous faites, que vous nous sauvez-nous. On était convaincus que s'il y avait une action d'envergure, la population elle-même s'associerait et qu'on n'aurait pas besoin de tuer les gens pour que ça se fasse. Cette position, je n'en dirai pas plus. Parce que toute ma vie, j'ai assumé mes responsabilités. Je les assumerai jusqu'au bout. Bob Tenard, qui a conduit l'opération, je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Les 3 fois, ça ne fait pas 1h30. Si j'étais le responsable bailleur de fonds, je l'aurais vu plusieurs fois. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Les 3 conversations n'ont pas duré 1h30. Pourtant, quand il écrit, il parle de moi. Alors qu'il sait, le débarquement, je l'ai appris par la radio. C'est Valentin Kodalon qui m'a téléphoné. Président, on a débarqué à Cotonou. Il est mort, Valentin Kodalon. Si j'étais le responsable, je ne répondrais pas de quelqu'un d'autre par téléphone. J'ai laissé dire, je n'ai jamais répondu. Parce que, après tout, j'étais le chef du groupe. Même si certaines choses ont été faites en dehors de moi, j'assume. Si j'avais été dedans, ça aurait réussi.
Je n'en dis pas plus sur ce point-là, parce qu'il y a encore des gens vivants. J'espère que chacun aura le courage de dire la vérité. Après avoir échappé à tant de mises à mort, le président se considère-t-il comme un miraculé? Je suis un exemple vivant de la gratuité, de la bonté de Dieu. Dieu, il donne gratuitement à ceux qui ne méritent pas. Il donne comme il veut. Aujourd'hui, le président Émile Derlin Zissou est encensé et honoré. Des livres lui sont consacrés. Je suis comme tout le monde. Tout le monde est aimé. Tout le monde aime qu'on dise du bien de lui. Je n'ai rien fait pour être populaire quand j'étais président. Parce que la popularité, elle est bonne, mais elle n'est pas indispensable. Mais je suis comme tout le monde, quand on dit du bien, je préfère qu'on dise du bien de moi que du mal. Mais je me fiche pas mal alors de ceux qui disent du mal lorsqu'ils ont tort. Je m'en fous complètement. Donc, je ne me souviens, et je rends Dieu de m'avoir fait ainsi, je ne me souviens que du bien qu'on m'a fait. Tous ceux qui m'ont fait quelque chose de mal, je ne me souviens de rien. Le président Zissou, qui a écrit son premier article politique à 15 ans, aurait pu devenir dans les années 50 secrétaire général du Rassemblement démocratique africain, le grand parti fondé à Bamako, au Mali, par les politiciens de l'Afrique francophone. Ce ne fut pas le cas, pour des raisons idéologiques. Il y avait seuls 3 Dahomey à ce congrès. Apiti qui arrivait de Paris avec les députés, les autres députés, moi qui venais de Cotonou, représentant le parti, et Pinto qui venait de Guinée. Nous étions un film dans le congrès où il y avait des centaines de personnes présentes, une foule immense. Mais un débat de politique générale qui avait pour objet de définir l'orientation du parti, l'idéologie du parti, l'orientation politique. C'est au cours de ce débat qu'il est apparu que nous n'étions pas tous sur la même longueur d'onde, que nous choisissions, n'avions pas les mêmes choix. Le débat est revenu en commission. Là, c'était plus sérieux, parce que la conclusion de la commission serait la conclusion du congrès. Et nous avons encore repris notre discussion, et la commission a adopté ma position. Donc, je l'ai emporté. Et comme secrétaire général du parti, alors que je n'étais pas candidat, la commission a souhaité que je sois candidat, m'a élu secrétaire général du parti. Donc, c'est moi que la commission proposerait à l'Assemblée générale comme secrétaire général du parti. Alors, c'est là que tout est devenu plus clair. C'était déjà clair même. Alors, Houphouët Darboussier, qui par ailleurs était des amis, avec qui je n'avais aucun conflit personnel, mais qui, dans ce débat, nous étions vraiment opposés. Et comme c'était eux les meneurs du jeu, c'est Houphouët qui finançait l'affaire, c'est eux qui ont amené le plus grand nombre de gens, c'était eux le patron de l'affaire. On dit non, vraiment, on l'aime bien, mais c'est sous non. Parce que, puisqu'on venait de désigner Houphouët comme président du mouvement, le secrétaire général devant jouer auprès du président un grand rôle, le président et les autres voulaient que ce soit qu'il ait les mêmes positions politiques que le président. La raison, c'est que je n'étais pas, sur un point important, d'accord avec les meneurs du jeu, et que j'avais fait découvrir, parce que les meneurs du jeu, Houphouët Darboussier, ils avaient d'excellentes idées, mais ils étaient... Mais leur apparentement au Parti communiste n'était pas un crime. C'était pas un crime, mais c'était inapproprié et ne correspondait pas à la volonté, je crois, de l'ensemble de la majorité de nos pays. La preuve, c'est que plus quelques années après, ils ont quitté le parti apparentement. Ce que je proposais à Bamako et qui m'a fait combattre, ils l'ont fait quelques années plus tard, après des souffrances et des douleurs inutiles.
Quelques décennies plus tard, l'histoire semblait se répéter. Pressenti pour briguer le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Zissou dut se retirer au profit de l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, alors qu'il était considéré comme le candidat naturel pour avoir présidé le comité permanent chargé de réformer l'institution. Chirac, qui était président de la République française, sans demander l'avis d'un chef d'État africain, avait promis la chose à Boutros-Ghali. Boutros-Ghali avait été secrétaire général des Nations Unies. Et il ne s'était pas entendu avec les Américains. Et il n'avait pas eu un deuxième mandat. Je considère que les Américains n'ont pas été convenables. Mais Chirac était en conflit, si je puis dire, avec les Américains. Et il voulait leur faire la nique, quoi. En disant, bon, moi, je voulais lever, moi, je le mets à un poste important, c'est pas la même chose. Mais enfin, il tenait absolument. Et il avait promis déjà. Donc, quand il avait promis, il voulait maintenir sa promesse. Et comme vous savez, les gouvernants africains, souvent, peut-être pas tous, mais souvent, se laissent gouverner par un coup de téléphone. Hein. Il suffit que Paris téléphone, je veux, et il obtient. Chirac n'a pas eu du mal, je crois qu'il n'a même pas eu besoin de se déplacer. Il a suffi qu'il téléphone aux uns et aux autres pour qu'ils ne sachent plus qui est leur candidat naturel. Alors, donc, voyant cela et sachant que c'est Chirac qui l'emporterait, pour leur éviter d'avoir honte et pour éviter à Chirac d'avoir, je dis, c'est pas la peine, moi. J'ai quitté, je me suis retiré. Je l'ai dit à Chirac, avant le truc, à Paris. Je crois que c'était un entretien dont il se souvient certainement, parce qu'on a dit des choses qu'on n'oublie pas. À Dakar, tandis que descendaient du mât les couleurs françaises, un nouvel État est né, la Fédération du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacquinot, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral, dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Le soir même, l'Assemblée fédérale malienne consacrait une séance extraordinaire. Ceux qui ont accepté la balkanisation ont commis, sans le vouloir, sans le savoir, n'ont pas eu un crime vis-à-vis de l'Afrique. Je crois que dans notre action politique, dans nos combats politiques, il y en a eu des choses à faire. Il y a eu des combats à mener. Celui contre la balkanisation, celui qui voulait que la fédération nous restions ensemble, que nous sommes déjà dans une fédération, ce candidat, en tout cas ce qui me concerne, c'est le plus valable, le meilleur, le plus grand que nous ayons fait. Moi, je n'aurais fait que ça me suffirait. Je crois que je revendique à cet égard, sans aucune modestie, que l'histoire se souvienne qu'il y a des gens qui ont dit non, qui sont battus contre cette balkanisation. J'ai dit à Senghor qu'il a fait beaucoup de choses, mais rien ne sera plus grand que ce combat contre la balkanisation qu'il a mené. C'est mon avis. Et vous voyez, aujourd'hui on court après l'intégration, on court après, nous sommes en train de vouloir faire 50 ans plus tard et on n'y arrive pas. Ce qui était là, nous l'avions. Je ne dis pas que ça serait arrêté, peut-être que ça aurait échoué, je n'en sais rien, puisque la Fédération du Mali n'a pas duré. Mais le Nigeria, ça continue de rester. Puisque c'était réaliste quand les Blancs nous colonisaient. La Fédération de l'AOE, ce n'est pas nous qui l'avons créée. La Fédération de l'AE, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Donc la France trouvait qu'on pouvait faire une fédération, qu'elle était utile, qu'elle était bonne. Et du moment qu'elle s'en va, ça devient mauvais. Et nous avons besoin d'autres éléments pour penser que, vous savez, quand nous avons été indépendants, ou même avant, au moment de la loi 4, le fait, vous n'avez pas remarqué que tous les chefs d'État presque, tous les leaders politiques, étaient tous tirés de Ponty, de l'école de médecine, qui se connaissaient tous.
La carrière politique du président Émile Derlin Zissou est longue et variée. Député puis sénateur à l'Assemblée de l'Union française, il restera ministre continuellement de juillet 1950 à décembre 1967. Pénétré très tôt de l'importance des médias, il fut promoteur de plusieurs titres de la presse dahoméenne, dont La Voix du Dahomey, qui est certainement le plus connu. Il avoue avoir fondé 3 journaux et dirigé 5 autres. J'ai toujours été contre l'injustice. C'est une chose qui me rebute et que j'ai toujours entendu chez moi. Mon père et les siens et ses camarades fulminaient contre l'injustice et qui en avait beaucoup à cette époque-là. Je me suis dit qu'il fallait que ce soit dénoncé, qu'il y ait un journal qui parle. Celui dont j'étais le plus proche, dont je connaissais les meneurs, dont j'approuvais les idées, c'est La Voix du Dahomey. Je voulais simplement qu'on se batte pour nos idées, nos libertés, dans un temps où c'était difficile à le faire. Voici le moment de répondre à l'appel de l'aube nouvelle. Enfants du Dahomey, debout pour que vive la patrie. J'ai commencé à militer comme syndicaliste en 69 à Cancan. Pendant la Première République, j'ai été la première femme secrétaire générale du comité d'arrondissement des travailleurs. En 2000, j'avais très peu de chances d'être élue secrétaire générale. Ces élections ont eu beaucoup de problèmes. La chance qu'elle a, c'est parce qu'elle est femme. Ce n'est pas que les femmes qui l'ont amenée à la tête de cette importante centrale. C'est tous les syndicalistes, tous les échelons confondus qui l'ont eu. Il y a eu 5 candidats, 4 hommes et une femme. Moi, je m'étais présentée pour que l'histoire retienne qu'une femme a osé se présenter comme pour être secrétaire générale. Mais quand on a commencé les